Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Décode Yuko. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un document qui est très important pour n'importe quelle série qui se respecte un minimum, la Bible. Alors je vais pas parler de la Bible avec Jésus, Moïse, le chiffre 666, non. Je vais parler de la Bible littéraire et graphique de Code Yuko. Une Bible dans le milieu de l'animation, c'est un document qui recense tous les points importants d'une série. Soit elle est littéraire avec des informations indispensables pour les scénaristes pour écrire l'histoire, soit elle est graphique pour que les animateurs et les storyboarders respectent les différents designs des personnages et des décors. Et j'ai pu trouver la Bible la saison 1 de Code Yuko. Et c'est pas tout à fait la saison 1, c'est même un petit peu avant. On va voir ce que ça donne, sachant que voilà, on garde en tête que c'est la saison 1. Tout ce qui est saison 2 et tout n'avait pas encore été écrit. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Tout d'abord, il y a un point où je me suis souvent moqué dans mes décodes Yuko, à savoir la distance usine-Cadiz. Dans la vraie vie, les inspirations, à savoir le lycée Lacanal et l'usine Renault à Boulogne-Billancourt, sont assez loin l'une de l'autre. Je dirais qu'il faut environ 2 heures à pied pour y aller. C'est beaucoup trop pour le passage dans les égouts. Mais ici, on a un plan, et on voit très clairement que c'est très proche l'un de l'autre en fait. Je pense qu'on est à 10 minutes à pied, même pas. Et on remarque aussi sur ce plan où se situe la maison de Lumi. Ce qui explique pourquoi elle est souvent en retard quand même. Ensuite, on a un autre fait intéressant, c'est la backstory de Franz Hopper. Elle était présente dès le début, mais un peu différente, notamment sur des points clés, on va dire. Tout le monde sait que Alita est la fille de Franz Hopper, et même pas ici, parce qu'Alita est une humanoïde créée par Franz Hopper pour Yuko. Ce n'était pas une humaine à la base. Et de la même manière, on sait que dans la série, c'est Franz Hopper qui a créé le supercalculateur et Yuko. Ici, il n'a créé que Yuko. Le supercalculateur existait déjà. Et on ne sait pas d'où il vient. Mystère. Donc ça, c'est les éléments de backstory. On se dit, c'est pas trop abordé en saison 1, c'est pas grave, c'est un peu différent. Parlons maintenant de Xana. Il a un objectif très clair, c'est de détruire la Terre. Voilà. C'est son seul objectif en saison 1. On peut dire que depuis, ça s'est un peu complexifié. On apprend également dans la Bible que ces attaques ne sont pas juste électriques, comme j'ai pu en parler pendant toute la saison 1, mais ce sont vraiment des virus qui se propagent à l'électricité via un peu un TGC informatique. Je m'explique. En fait, les virus sont transportés par voie numérique, puis électrique, puis sous forme de spectres. Donc les spectres existent bel et bien dans la diégèse de Code Yuko. Et ils sont toujours aussi sympas parce que ils remettent les ampoules à leur place. Et grâce à ces spectres, Xana peut faire tout et n'importe quoi. Donc l'explication scientifique qu'il y a eu pendant toute la saison 1 ne servait vraiment à rien. C'est juste, voilà, tu peux le faire, vas-y, fais-le. Il suffit d'activer une tour et ça marche. Et on a un petit problème avec les tours d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'elles sont activées, on peut les désactiver, mais Xana ne pourra plus les réactiver. Ça veut dire qu'il y a un nombre fini de tours. Une fois que Alita a désactivé la tour en fusionnant avec elle, comme dit la Bible, elle est assainie. La tour, voilà, elle est saine, elle ne pourra plus jamais être contrôlée par Xana. Là encore, dans la série, on verra que plusieurs tours sont réactivées plusieurs fois. Donc, encore des petits changements. Et enfin, dernier fait intéressant, pourquoi Xana ne s'attaque que à Cadiz? Tout simplement parce qu'en saison 1, il n'est pas assez puissant pour aller plus loin. Il s'attaque juste à Cadiz et ses alentours. C'était vraiment très intéressant. Mais s'il a un périmètre fixe pour la Terre, il a un périmètre beaucoup plus élargi pour la création de ses monstres. Et les monstres ont également changé par rapport aux dessins animés qu'on a eu après. Dans la série, souvent les points de vie des monstres et leurs points d'attaque, donc les dommages qu'ils font, c'est jamais très clair. On a eu des moments où c'était bizarre. Je vous rappelle qu'on est arrivé à 150 points de vie par moment. C'était pas logique. Là, ça allait un peu plus. Sauf pour Alita, encore une fois, où je pensais qu'elle avait 100 points de vie, mais en fait, elle doit juste être touchée 3 fois pour être dévirtualisée. Et encore une fois, c'est un peu plus complexe, mais on reparle d'Alita après. Parlons plutôt des crabes. Ouais. Ce sont des monstres de niveau 4. Qu'est-ce que le niveau 4 Au vu du classement après, je vais dire que c'est le niveau de dangerosité du monstre, parce que c'est juste écrit niveau 4. Tous les monstres ont une statistique de vitesse, et les crabes sont les plus rapides avec 9 sur 10. Ils ont également 50 points de vie, comme tous les monstres qu'on verra à une exception. Donc,
Normalement, je ne vais pas répéter tous les points de vie, ça sera toujours 50. Mais ce qui est très intéressant, c'est plutôt combien de points de vie ils enlèvent. Et là, on a les deux attaques. On a une attaque normale, celle que tout le monde connaît, qui enlève 40 points de vie par dégâts. Et une attaque moins connue, parce qu'on l'a pas souvent vue dans la série, l'attaque ventrale, qui normalement doit dévirtualiser entièrement et tout de suite le Yoko guerrier. Et c'est dommage qu'on ne voit pas plus cette attaque, parce que on sent vraiment que les monstres ont été créés, qu'ils ont été réfléchis et tout, mais ça n'a pas forcément été exploité. Contrairement aux Mégatanks qui sont beaucoup plus exploités. Eux, leur niveau c'est 5, donc pour moi voilà, c'est le plus dangereux, ça paraît logique, mais ils se déplacent très lentement. Pour le coup, je suis pas très d'accord vu qu'ils peuvent rouler, mais bon, ils se déplacent lentement apparemment. Ça doit être le fait de stopper. Il y a un détail qui explique deux incohérences dans la série. Leur tir ne retire que 50 points de vie au Yoko guerrier. Et oui, moi qui pensais que c'était la totalité, bah non, c'est juste 50 points de vie. Donc, si tu te fais tirer, tu ne disparais pas forcément. C'est pour ça que dans la saison 1, quand certains ne disparaissaient pas, c'était logique. Bon, par contre, normalement, ils devraient disparaître quand ils seront écrasés, mais ça, on n'en a pas parlé dans la Bible. Passons maintenant aux blocs. Et les blocs dans la Bible, c'est écrit comme ça. B-L-O-K. Alors que maintenant, tout le monde l'écrit B-L-O-C-K. Pourquoi ils ont changé? Je sais pas. Je trouve que ça n'est plus beau la deuxième orthographe, mais c'est juste un avis personnel. Ils sont niveau 3 et on nous explique vraiment que tous les yeux des blocs ont une utilité différente. Donc il y en a un qui tire des lasers, c'est le plus connu. Il y en a un qui tire des cercles de glace, il est connu aussi. Il y en a un qui tire des cercles de feu, c'est pas le plus exploité, mais on l'a déjà vu. Et le quatrième ne tire rien, c'est juste ce qu'il faut toucher comme œil. Et là, je trouve que ça n'a pas été très bien montré dans la série. J'ai vraiment l'impression que il faut juste tuer un œil et puis c'est tout. Donc, est-ce qu'ils avaient une idée qu'ils ont abandonnée, ils n'ont pas mis dans la Bible, ou après qu'ils ont une idée mais finalement ils n'ont pas mis dans la série? Je sais pas. Mais voilà, à l'origine, les blocs avaient vraiment 3 attaques et un point faible. Et les attaques de laser et de feu des blocs retirent chacun 30 points de vie, tandis que la glace ne fait que geler. Maintenant, parlons des frelions, qui sont donc niveau 2, et c'est la petite exception au niveau des points de vie. Le leader des frelions a 50 points de vie. Parce que oui, il y a toujours un leader et les sbires. Et les sbires n'en ont que 20. Autrement dit, pour vous débarrasser de frelions, c'est très simple. Soit vous les tuez tous, soit vous tuez juste le leader, et les sbires, ils vont se casser eux-mêmes. La série ne le met plus jamais trop en avant, mais c'est bien de le savoir. Et chaque impact des frelions, que ce soit avec l'acide ou avec le dard, retire 20 points de vie. Et attention, c'est avec l'acide ou le dard qui, je cite, pique. Autrement dit, c'était pas un laser à la base, c'est vraiment genre, il devait venir sur le Yoko guerrier et le piquer comme un moustique. J'aime vraiment pas ces bêtes. Et enfin, on termine avec le monstre de niveau 1, le petit grand crelard, qui donc a bien 50 points de vie, mais ne retient que 10 points de vie par tir. C'est lamentable, franchement, tu es nul. Mais tu es drôle, donc c'est pas grave. Alors, le fait qu'il soit drôle, c'est pas mis dans la Bible, mais moi je le souligne. Parce que la Bible ne raconte pas grand chose de plus que ce que l'on sait déjà sur les grands crelats, donc voilà, c'est comme ça. J'ai presque fini de présenter les monstres, parce que il y a peut-être un truc qui vous a fait tiquer avec les images que je vous ai montrées. Le symbole de Xana. Vous aurez remarqué qu'il est un peu différent. Le Bravio apparaîtra plus tard, et en attendant, on a juste le symbole de Xana, comme on le connaît, moins sobre. Je le trouve moins stylé, mais bizarrement, je trouve qu'il va bien avec certains des monstres. Maintenant, parlons des héros, et là aussi, il y a du changement. À commencer par Alita, qui, comme je l'ai dit, doit fusionner avec la tour pour l'assainir. Et c'est pas tout. Vous vous souvenez dans le dessin animé, c'est Jérémy qui tape des codes, là, et ça fait retour à le passé, grande lumière blanche, vous allez, voilà, retour à le passé, quoi. Bah, c'est pas comme ça dans la Bible. Dans la Bible, c'est Alita qui déclenche le retour à le passé. Et c'est aussi grâce à elle que nos héros ne perdent pas la mémoire. Donc, encore une fois, on a une sorte de TGC informatique. Je préfère comment a évolué la série, je vous avoue. Et enfin, une dernière chose sur Alita, on a la confirmation qu'à chaque fois qu'elle utilise son don de création, ça lui coûte 50 points de vie. Parce que oui, elle a 100 points de vie. Faut la toucher 3 fois, mais elle a 100 points de vie. Je n'ai pas compris cette logique, mais les deux informations coexistent dans la Bible. Je vais passer très vite sur Jérémy, parce que globalement,
Il n'y a rien à dire dessus, c'est le Jérémy qu'on connaît dans le dessin animé. Donc voilà, mon personnage préféré. C'est bon, tout va bien. Et on passe à Yumi, qui dans sa description de personnage est assez identique à elle-même. On apprend surtout un peu son style de combat. Il est comparé à celui d'une gymnaste ou d'une danseuse. Ce qui fait bizarre quand on voit Yumi, je pense pas tout de suite à danseuse. Mais c'est comme ça qu'on veut la voir, avec grâce. Ce sont les mots qui sont utilisés dans la Bible, je le rappelle. Comme tous les Yoko guerriers, elle a 100 points de vie, et à chaque fois qu'elle utilise son éventail, elle retire 10 points de vie au monstre. Et pour ceux qui voulaient savoir en quoi sont faits ces éventails, en métal. Voilà, cadeau. Passons à Ulrich qui est très intéressant pour son cursus scolaire. Dans la Bible, il est décrit comme un élève moyen, genre qui a 11 de moyenne. Ce qui est bien, mais pas top. Et les problèmes qu'il a, c'est surtout dû à son comportement. Cela aurait été bien que l'on se souvienne de ça, parce qu'on a écrit la saison 3, où on fait de lui un vrai cancre. Bon, déjà qu'ils ont des problèmes avec la saison 1, on va pas trop leur reprocher les problèmes avec la saison 3, mais voilà, il faut le savoir. Et une vraie différence que son personnage sur Yoko, c'est que son pouvoir n'était pas le triplicata ou le super sprint, mais la démultiplication. Vous allez me dire, ok, dans le principe c'est la même chose, et oui, sauf qu'on n'avait pas 3 Ulrich, mais une infinité. Et je vous avoue que moi, une infinité, ça fait déjà une infinité de trop. En fait, même 2 Ulrich, ça fait déjà 1,5 Ulrich de trop. Contrairement à Odd, où là, ouais, 3 Odd, c'est bon, c'est la limite, mais 2 Odd, ça m'irait. Et du coup, parlons de Odd, hein, tant qu'on y est, avec notamment son côté extravagant qui est mis en exergue dans la Bible. On parle de son style vestimentaire assez particulier. Il peut être habillé en écolier anglais, avec la mode des années 70, en mode un peu kitsch, ou en mode un peu art moderne. C'est bien d'avoir mis ça dans la Bible. Mais au final, on verra qu'une seule tenue. Alors, je comprends pourquoi ils ont mis qu'une seule tenue, mais j'aurais adoré le voir changer de vêtements à chaque fois, et qu'on soit vraiment surpris. Je pense que ça aurait été quelque chose de cool à garder. Et ensuite sur Yoko, on a évidemment les flèches laser qui ont subi un redesign. Hein, on a vu les premières dans les premiers épisodes qui ne ressemblent pas du tout à celles actuelles. Et chaque flèche laser enlève 5 points de vie. Il en a une réserve de 10. Autrement dit, s'il fait un sans faute, il peut buter un monstre. Mais il doit se faire recharger souvent. Ça change de 10 000. Et je termine vite fait avec la description de Kiwi. Têtu, lunatique et littéralement dénué de cerveau. Mon personnage préféré, c'est Jérémy. Il est super intelligent. Ne vous demandez pas pourquoi je déteste Kiwi maintenant. Il est dénué de cerveau. Mais bref, on a terminé avec les personnages principaux. Maintenant, on va parler des personnages secondaires. Et on commence avec la bande à Sissi, qui globalement est assez fidèle à elle-même, sauf pour Hervé, qui a un air un peu plus machiavélique. Il ne cesse de se frotter les mains en prévision de la future réussite de ses funestes entreprises. Sérieusement, vous voyez Hervé comme ça, vous? Pour moi, c'est juste un gars paumé qui est amoureux de Sissi et jaloux de Jérémy. On a ça, mais bon, il se frotte pas trop les mains. Donc voilà, globalement, le changement de Hervé, il est très minime. Comme celui de Jim, où on apprend juste 2-3 petits trucs en plus, notamment que comme il traque tout le temps les héros, il arrive souvent en retard. Et il est âgé de la trentaine. C'est cool comme information. Et je rappelle qu'il est censé avoir 20 ans de métier dans la saison 1. Donc il a commencé entre 10 et 20 ans. On va dire qu'il est quand même à 38 ans, donc plus proche de la quarantaine. Mais bon, la trentaine, ok. Et un dernier point, j'adore la phrase de conclusion pour Jim. Il est ridicule, donc comique. Ça le résume bien. Par contre, une description de la Bible qui ne résume pas du tout le personnage, c'est celle de Madame Hertz. Je vais vous la lire, vous allez me dire si vous reconnaissez Madame Hertz. Elle gambade comme une gamine. Elle fait des jeux ludiques pendant ses cours. Elle est distraite. Il y a des pépins dans ses expériences et elle est perdue dans ses rêveries. Perdue dans ses rêveries? Madame Hertz? Madame Hertz pour qui la perfection n'existe pas? Je pense que là, on a eu vraiment une réécriture totale du personnage. Alors certes, on aime bien ce prof, mais c'est pas vraiment ça. Et enfin, une dernière chose sur les personnages secondaires, on nous explique globalement à quoi servent les parents de Yumi. Ils permettent de recentrer l'histoire sur le leader de l'action. Autrement dit, Yumi est le leader
leader de l'action. Ok, mais dans ce cas-là, arrêtez tous de la prendre pour une victime, s'il vous plaît. Et on va terminer cette vidéo assez dense en parlant des décors. Globalement, pour l'usine, on sait tous qu'elle est inspirée de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt, qui a été détruite un peu avant la sortie de la série. Ça, tout le monde le sait. Mais on a un plan de l'usine qui ressemble au plan actuel, à savoir le haut, le labo, la salle des scanners et la chambre froide. Mais il y a une petite salle ici, et j'arrive pas à savoir si c'est juste une salle dont on ne connaît rien, ou si c'est juste le haut de la chambre froide. J'avoue que là, j'ai un doute. Ensuite, à l'époque, Yoko était toujours appelé Xanadu, comme dans le pilote, si vous vous souvenez du dernier Decode Yoko. Et Xanadu était une île perdue sur la mer numérique. Et chaque territoire représentait un moment de la journée. On avait la forêt, c'était l'aube le matin. Le désert, c'était le midi brûlant avec le soleil zénithal. La montagne, c'était l'aube chinoise. Et la banquise, c'était la vie nocturne. Et ces 4 territoires, 4 moments de la journée. Nous en avons donc fini avec cette exploration de la Bible de la saison 1. C'était dense, mais il y avait beaucoup d'informations très intéressantes. Dites-vous que le document que j'avais faisait 64 pages. Évidemment, je n'allais pas pouvoir tout mettre dans une vidéo, donc j'ai gardé vraiment les principales différences. Et je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment on passe d'un pilote à une Bible, à une série, à encore des changements dans cette même série. Je sais pas vous, mais plus j'en apprends sur Code Lyoko, et plus j'aime cette série. Et j'espère que vous aimez aussi que j'en parle dans ce genre de vidéo. Mais la prochaine fois, je ne ferai pas un historique de Code Lyoko, je vais parler d'un truc un peu plus spécial, d'une relation entre 2 personnages. Et ça va être un Decode Lyoko assez dense également. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner donc sur YouTube, mais aussi sur mes autres plateformes, à savoir Instagram, Twitter, Tipeee et Discord. Et je vous dis à très bientôt.